Aujourd'hui, on accueille un invité spécial, ancien capitaine de l'équipe nationale du Bénin, 3 participations à une grande compétition continentale. On ne le présente plus, il a été une légende dans les buts de la sélection béninoise. Chitou Rachad, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'édition spéciale de la béninoise. Si on doit vous décrire en un mot, un seul mot. Rachad Chitou. Ça, c'est votre prénom. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu deviens gardien de but? Ouais, c'est une longue histoire. Tout est parti de l'école primaire. J'étais en classe de CE1 et j'avais comme entraîneur mon maître de classe. Ok. On faisait les tournois scolaires et puis subitement, je jouais en défense. Ok. Et pendant une demi-finale, notre gardien a eu une fracture. Ok. Et on devait faire la finale. Il fallait mettre quelqu'un. J'ai dit à mon maître, qui était aussi mon répétiteur à la maison, je lui ai dit, je vais me mettre dans les buts. Pour l'équipe. Ironie du sort, pour la finale, on devait s'acheter des jeux de maillot. On était venu à Cotonou, à Missebo. Et j'ai choisi moi-même la couleur que je veux. Et c'était du orange noir. Ah. Donc, pendant la finale, c'était soldé par 0-0. Tir au but. Et j'en ai arrêté 3 tirs au but. Donc, on a gagné. Et c'est parti comme ça. Et tu es resté gardien toute ta vie. C'est quoi ta vie après le football maintenant? Parce qu'on sait que tu es retraité. C'est quoi ta vie après le football? Oui, ça me fait 15 ans de retraite. J'ai fini en 2010 après la compétition continentale en Angola. Et puis, j'ai fait mes diplômes d'entraîneur. Okay. J'ai eu ma première licence CAF en 2014. Faute de formation au Bénin, 10 ans après. Ah ouais. Ben avant ça, en 2016, j'étais en Allemagne, à Genève. J'ai fait ce qui est l'équivalent de la licence B. Okay. Et 10 ans après, en 2024, j'ai été parmi ceux qui ont fait la première promotion licence B. Okay. Donc là, j'y suis. Donc, je suis entraîneur. C'est pour faire une carrière d'entraîneur, pas entraîneur des gardiens de but, entraîneur, on va dire des 11 joueurs, entraîneur principal. Général. Ok. On va repartir un peu à la source. Comment tu es arrivé au Dragon et comment ça se fait que malgré toute la carrière que tu as eue, les Dragons soient on va dire, uniquement ton seul club au Bénin? C'est quoi cet amour? Ouais, ben, après l'école, je suis un produit du projet bénino-allemand. Ok. Ça a débuté dans les années 90. Exactement en 92, très jeune, j'ai intégré les Dragons. J'ai été sollicité par paix à son âme, Elegbe Zaché, alors entraîneur des Dragons. Dès mon arrivée, il y avait 3 grands gardiens. Au Dragon, j'avoue, il y avait Jean-Louis Noumarayan, paix à son âme, Omer Kweto, et puis Oseni. Oseni était professeur de sport à l'INGEPS. Donc, dès mon arrivée, Oseni a choisi continuer avec son rôle de professeur de sport à Victor Balo, l'école du feu président Moucharaf Oubadamassi. J'étais devenu automatiquement le 3e. Peu après, Omer Kweto a eu son BEPC et il a été sollicité par l'équipe des Aiglons, alors équipe présidée par le feu président Kouyami. Bonsoir. Donc on lui aurait proposé de rentrer dans la gendarmerie. Donc il est parti, c'était ma chance, je suis devenu 2e. Deuxième gardien, derrière Jean-Louis. Derrière Jean-Louis. Et tout jeune, bon, les gens ne vendaient pas cher ma peau, c'est vrai. Et j'étais pas aussi au Dragon dans l'ambition de devenir gardien, mais j'étais là-bas dans l'ambition d'apprendre aux côtés des grands. Mais vu la manière dont les choses se sont très vite évoluées, j'allais régulièrement chez Jean-Louis. Je lui apportais de petits cadeaux et tout, donc il m'a adopté. Il a pris sous son aile. Et un jour, il m'a dit, tu me suis. Donc, il m'a amené voir paix à son âme. Il a été aussi ancien gardien au Bénin, à Hamada Yaovi. Ok. Et en ce moment, Ahamada était l'entraîneur spécifique de Jean-Louis. Okay. Donc,
Jean-Louis se préparait pour le Niger. Et dès qu'il m'a amené, il a dit, je vous ai amené mon bon petit et je voudrais qu'il travaille avec vous. Bon, pour écouter les choses, c'était difficile de travailler avec Yaovi, j'avoue. Il était dur. Mais je peux dire, c'est de là qu'est parti effectivement le travail de gardien. Le travail de gardien de but et ce que je suis devenu après. Quand vous êtes arrivé au Dragon, on sait que le poste de gardien, c'est un poste particulier avec beaucoup de pression. Et on sait aussi que Dragon, c'est un club des supporters ou bien c'est un club à supporters. Comment vous avez vécu cette relation-là au début? Bon, vous savez, tout jeune, on pensait à rien d'autre que si c'est pas le ballon. Donc, c'était un plaisir pour nous d'être aux séances d'entraînement. Et le foot, je peux dire, c'est ça qui a écouté ma carrière en tant qu'étudiant ou écolier. Parce qu'il y avait tellement de pression, il faut aller à l'entraînement, il faut travailler tous les jours. Et il paraît que les supporters étaient présents même aux entraînements à l'époque. Très exigeant et ça payait. Ils payent l'entrée pour à l'entraînement. Ne serait-ce que les séances d'entraînement des Dragons, tu peux compter parmi les 15 000 spectateurs. Rien que pour voir... Rien que pour les séances d'entraînement. Et je pèse bien mes mots, parfois c'est les supporters qui décident les 11 parce que même ils voient les performances. Parce qu'ils voient et ils disent aux entraîneurs, gars, à toi, si demain tu n'appelles tel joueur ou si tu l'alignes. Exactement. Donc c'était vraiment le club des... Je ne veux pas dire que les supporters décident, mais c'était vraiment un club où les supporters avaient une réelle influence parce que c'est comme une légende que les gens racontent qu'à Dragon, les supporters sont ceci, sont cela. Vous l'avez vécu en tant que joueur. Bien sûr, et ce n'était pas seulement que les Dragons. Hein, dans les temps anciens, en tout cas les clubs mythiques du Bénin, les Requins et autres, c'est les supporters qui font ces clubs-là. Après, tu as eu un passage à l'étranger. Wikitoris au Nigeria, Rest of Lion au Ghana. Est-ce que c'était par défaut ou as-tu de meilleures opportunités que celles-là? Ben, avant ça, j'étais en Allemagne. J'étais en Allemagne dans les années 2000, bien avant même les éliminatoires de la première CAN du Bénin. Et ben, il s'est passé beaucoup de choses. Et ce n'est qu'après cette compétition continentale que je suis allé au Ghana. Heart of Lions. Et j'ai été au Ghana, c'est le lieu de saluer un mentor, quelqu'un qui a été d'un grand soutien pour moi, Alphonse Onkpating. Il est actuellement le SP de la Ligue. Il avait un ami, paix à son âme, Blessing il s'appelle. Mais Alphonse, malheureusement, à l'époque, ne parlait pas anglais. Donc j'étais tranquille chez moi. Après cette compétition continentale, bien sûr, et Alphonse était le trésorier des Dragons, il m'a fait appel. Ne serait-ce que pour traduire les conversations entre Blessing et lui. Et lui, c'est OK. Donc, une fois sur les lieux, j'ai fini par faire les traductions. Et c'est là, Blessing me demandait si le championnat ghanéen ne me tente. Parce qu'on m'avait présenté comme étant le gardien de la sélection. Et puis... c'est parti très vite. 2 semaines après, j'ai été invité pour être au Ghana et je suis allé. J'ai fait juste ma première séance d'entraînement et j'ai mis la main à la pâte. Et je crois que ça doit faire décembre 2004. Que tu as signé au Ghana, Rest of Lion. Quand tu arrives comme gardien étranger dans ce pays anglophone où tu avais forcément des bases en anglais. On rappelle que Dragon, Porto-Novo, forcément, il y a l'influence nigérienne. Quels étaient tes objectifs? Tu te disais, j'allais faire quelques temps au Ghana, après j'allais partir, ou c'était quoi l'objectif au départ? Ben, là, j'avoue, je suis allé au Ghana parce que, un moment, je suis devenu la risée de tout un peuple. Et après la compétition continentale de 2004, beaucoup de Béninois voulaient ma peau. Voyons, oui. Et je n'ai pas hésité de sauter sur l'opportunité du Ghana. Mais une fois là-bas, j'ai été confronté à d'autres challenges. Comme? Oui, parce que le poste de gardien de but, c'était un poste particulier. Et puis, l'équipe ghanéenne quittait la D2
pour la première division. Donc, ils ont aussi un challenge du maintien. Sinon, de faire plus qu'ils ont fait en D2. Une compétition de pré-saison. Donc, il y a une compétition de pré-saison qui se tient au Ghana. Ça regroupe les 2 meilleurs de la première div et les deux qui sont montés en première. Donc, aussitôt arrivé, je devais faire cette compétition-là. Plaise à Dieu, nous avons gagné. J'ai été parmi les meilleurs parce que j'ai été le meilleur gardien du tournoi. Ça, c'est bien. On va parler de ton poste, enfin, ou bien de ton ancien poste de gardien de but, qui a beaucoup évolué aujourd'hui. On parle de jeu au pied, des gardiens, etc. Quel regard jettes-tu sur cette, je vais pas dire cette ouverture d'esprit moderne, mais sur cette lecture qui est demandée, ou bien sur cette façon où on demande aujourd'hui aux gardiens de ne pas être un simple gardien, mais d'être vraiment le 11e joueur de l'équipe? Oui, la particularité au poste de gardien de but de nos jours, la modernité, c'est que le gardien doit être complet. Hier, on pensait que c'est juste rester sur les 7m32, faire les arrêts et c'est fini. Mais aujourd'hui, le gardien peut vous faire gagner votre match, ne serait-ce que sur ses relances au pied. Et c'est des aspects à travailler à l'entraînement pour que le gardien soit parmi les gardiens modernes. Donc, il n'y a pas, c'est pas nouveau. Les Occidentaux l'ont compris et ils ont très tôt commencé le travail à ce niveau. Mais aujourd'hui, au Bénin, parmi les formations qui se font, on l'exige. On va aborder un sujet spécial. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais tu es un gardien qui a marqué des buts dans ta carrière. Penalty. Je me rappelle, j'étais au terrain, je me plus très bien de l'année, mais un match continental des Dragons à Cournou. Il y avait un penalty. Et moi, j'étais gosse. Donc, je vois le gardien qui quitte sa ligne et qui va vers le point de penalty adverse. Mais j'étais avec mon frère, je me dis, mais le gardien, il fait quoi? Pourquoi il reste pas dans son but? Où est-ce qu'il va? Donc, mon frère me dit, non, en fait, c'est le gardien qui est le tireur de penalty, que c'est lui qui va tirer le penalty. Donc, est-ce que tu peux me raconter cette séquence-là? Ouais, ben, que ce soit en club ou en sélection, j'en ai marqué sur penalty. Le match dont vous parlez, je me souviens, c'est contre le Raja de Casablanca. Les Marocains. Les Marocains étaient champions d'Afrique. Ils avaient fait même la première édition de la Coupe du Monde des clubs. Bon. En sélection, j'en ai aussi marqué lors contre la Sierra Leone. Contre la Sierra Leone. J'en ai marqué contre la Libye également. Et il y a d'autres matchs, je n'ai pas souvenance. D'où vient ce courage-là ou bien cette aptitude-là? Bon, c'est d'abord le courage. Mais c'est travailler à l'entraînement. Okay. Et en plus, le gardien, de par sa vision et du fait qu'il est aussi appelé à stopper les frappes des autres joueurs. Donc, spécifiquement, les meilleurs tireurs de penalty, c'est les gardiens de but. En tant que gardien, on va parler maintenant d'arrêts sur la ligne. Quels sont, on va dire, les 3 arrêts dont tu es le plus fier? Ce ballon-là, je l'ai enlevé, j'en suis tellement fier. Sur quel match c'était? Raconte-nous un peu, c'est ton heure de gloire. Et il y en a écoutez, il doit y avoir un ou deux où tu te dis. C'est beaucoup. Mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce match-là en sélection au Mali, contre les Maliens. C'était pratiquement le jour et la nuit. Parce que les Maliens, il y avait les Galactiques, Seydou Keita, Diarra, Djila, Sissoko, Kanouté. La grosse équipe. Tous ceux-là jouaient dans de grandes équipes en Europe. Kanouté, à l'époque, était meilleur buteur à Séville. Et Keita à Barcelone. Diarra, capitaine au Real Madrid, et ainsi de suite. Et une anecdote, je me souviens, il y a un journaliste béninois qui disait qu'on allait prendre en tout cas un minimum de 5 buts. Vous allez vous faire massacrer. Et j'ai appelé mon entraîneur parce que j'étais au Ghana. Je suis rentré et j'ai fait un tour vite fait en famille. Et puis je regardais l'émission et je dis, mais le journaliste, pourquoi il dit quoi? Et je prends mon téléphone, Wabi Gomez était l'entraîneur, je l'appelle, je dis, ben,
coach, invitez un autre gardien parce que Moi, je ne veux pas encore faire revivre ce que j'ai vécu en 2004. Et inviter un autre gardien. Et je coupe le téléphone. Quelques minutes après, le coach me rappelle, il dit, mais Rachad, si je suis là, c'est grâce à toi. Et donc, si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. Ça, c'est entre le coach et moi. C'est une discussion. Il vit encore, Gomez Wabi. C'est une discussion entre vous. Donc, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et le soir, je prends mon sac. Je rejoins le camp de loge. Après, il s'est passé beaucoup de choses sur place au Mali. Mais on a commencé le match et il y avait un coup franc, flanc gauche. Et puis, Keita, avec son pied gauche, naturellement, il prend et il enveloppe le camp gauche. Je me lève. Opposé. Quelques 10 minutes après, c'est le tour de Kanouté, un peu dans les 5,50 m, à bout portant, il frappe et je prends le ballon, le tombe. Et devant moi, il me regarde et dit, c'est pas possible. Et je le regarde, je dis, mais pour un Béninois, c'est bien possible. Donc, il y en a de très bons arrêts, on en a fait. En parlant justement de cette compétition Tunisie 2004, c'était la toute première du Bénin. Et le groupe du Bénin était difficile à ce moment-là. Je pense qu'il y avait le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Pour une première, c'était dur. Le premier match, c'était contre l'Afrique du Sud. Et ça, c'était pas très bien passé. Ensuite, il y a eu le carton encaissé contre le Maroc avant le dernier match contre le Nigeria. Comment avez-vous vécu cette compétition? Parce qu'on sait que pour vous particulièrement, c'était difficile. D'autant plus que je pense que sur le dernier match, vous perdez votre place de titulaire au profit de Massi Magué. Vous me rappelez des choses. C'est le lieu de dire un peu ce qui s'était passé. J'étais l'un des cadres de l'équipe. Et puis, pendant les éliminatoires, j'ai perdu aucun match. Aucun. Jusqu'à la qualification. Sur les 6 matchs éliminatoires, j'en ai fait 5. Le seul match perdu, c'était au Soudan, 3-0, où Moussa avait eu carton rouge, et c'était à Gué dans les buts. Je vais revenir juste au match contre le Maroc, parce que c'est là que tout s'est passé. Que tout s'était passé. C'était comme si j'ai jamais servi ma nation. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent d'en parler. Étant gardien de but, c'est normal, on a des moments de gloire et des moments de faiblesse. D'abord, s'il y avait une histoire de prime. Avant le match. Avant le match. Avec la fameuse phrase de Aouya. On était logés dans le même hôtel que les Zimbabwéens. Ok. Et Diafo Laurent avait comme ami dans l'équipe zimbabwéenne Peter Ndlovu. Et puis selon ce qu'on nous a rapporté après, c'est que de discussions d'hommes, Peter aurait dit à Diafo qu'ils ont reçu 18 000 $ comme prime. Les Zimbabwéens. Les Zimbabwéens. Au moment où le Bénin, on avait eu 1 500 000 CFA pour la prime de participation. Donc, c'est là qu'est partie la phrase de Jocelyn, parce que Jocelyn était collé à Diafo et Gaspose. Et puis, il y avait un journaliste, Lamine Traoré, je ne me souviens plus, de TV5, qui a remis sa caméra à Diafo. Ils étaient amis, donc juste pour prendre les coulisses. Et on était ensemble. Comme d'habitude. Jocelyn ne savait jamais que l'élément était filmé. Okay. C'était comme de la blague. Et il disait, parce qu'il a appris ce que les Zimbabwéens avaient perçu pour la... Et c'est là il dit, quand je cours, l'argent me tire derrière. Pour cette histoire de prime, nous qui étions cadres de l'équipe nationale, nous sommes restés jusqu'à 3 h du matin à négocier.
à discuter. Alors, le chef de la délégation, le ministre Pierre Ocha, n'était pas à face avec nous. Il était à Tunis. Ok. Donc, personne pour donner le OK, il faut attendre le ministre. Et le lendemain, on a le match. Donc, le ministre est venu le lendemain. On n'a pas eu gain de cause parce que le ministre a demandé juste, il faut leur faire un complément de $300. C'est ce que nous avons eu de plus. En plus de 1,5 million. En plus de 1,5 million de la participation. Donc, je peux dire, déjà dans la tête, ça ne tournait pas rond. Il y a aussi la fatigue. Parce que après 3 heures du matin, c'est en ce moment-là, nous sommes allés au lit. Ça peut paraître comme des affirmations gratuites. Et le jour du match, jusqu'à la 40e minute, on tenait en échec le Maroc à 0-0. Qu'est-ce qu'on m'a raconté après? Je ne sais, mais j'ai un témoin qui vit encore, c'est Ange Yankadia. Le photographe. Le photojournaliste. On m'a raconté après, mais ce que je sais, c'est que déjà à l'hôtel, avant d'aller, Ghazaliou, il était l'organisateur de la Fédé, il vit encore. Il m'a fait appel dans ma chambre et le Bénin avait fait voyager les préparateurs spirituels. Les préparateurs spirituels. On ne les a pas vus pour le match contre l'Afrique du Sud. Et Ghazaliou me fait appel et il dit, Rachad, on m'a fait venir des talismans pour toi. Et je dis, je vais fêter le nom de ceux-là qui ont fait venir les talismans, mais ils vivent encore, je les connais, ils me connaissent. Et je dis, Ro, responsable à l'organisation, il dit, mais ceux qui ont fait venir ça, ils étaient où pendant les matchs éliminatoires? Pendant le premier match contre l'Afrique du Sud, on ne les a pas vus. Je ne prends pas. Je ne sais quel retour il les a fait. Mais après, paix à l'âme de Bob Chakouri. Photojournaliste aussi. Après la 40e minute, parce qu'on a fait habiller ces messieurs comme étant des journalistes. Ils ont porté les dossards CAF. Et ils étaient sous la main courante. Il paraîtrait qu'on leur a remis une boule à lancer dans mes buts. Bob, étant accrédité par la CAF, a refusé. Mais il a remis le truc à Ange qui a exécuté. Et Ange me l'a avoué, il vit encore. Donc quand il a lancé le truc, il finit par lancer, il tourne dos, on prend le premier but. Direct. Et 1 minute après, soit à la 42e, on prend le deuxième but. Direct. Bon. Ceci, pas pour justifier les 4 buts encaissés, il y a aussi, c'est normal. Le point de vue technique. Quand tu fais un match et que techniquement, que ce soit l'ensemble, parce que le foot, c'est un jeu collectif, et ce n'est pas le lieu de jeter des fleurs à qui que ce soit, mais la responsabilité incombe plus au gardien de but qui encaisse le but, que ce soit de sa faute ou pas. C'est lui, surtout en Afrique, où on ne voit pas d'où vient l'action, qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit juste l'aboutissement, c'est un but. Donc, il y a ce coup franc de El Kakouri. Talal, l'ancien joueur du PSG. El Kakouri. Sur ce coup franc, je peux me justifier en disant, c'est vrai, pour le Béninois, les gens pensent que c'est un mythe pour un gardien. On dit que tu as refusé la barrière. Non. Vous savez, quand vous jouez dans un stade où ça fait 35 ou 40 000 spectateurs avec ce bruit, parfois le message peut ne pas bien passer. Si vous regardez le film, il y avait 2 joueurs qui formaient le mur. Il y avait Aouya, je me souviens de qui c'est le second. Mais entre-temps, ils ne se mettaient pas vite en mur. Ensemble, et
le gars, il a frappé. Mais la Diaboulani, le ballon... Ça allait vite. D'abord, ça allait vite, mais sous le fait de la pesanteur... Ça flotte. Ça flotte. Et en plus, on a fait un match nocturne, donc la visibilité, parfois, quand ça tape sur le ballon, ça fait tout là à l'œil. Un reflet. Bon, c'est moi qui le dis. C'est toi qui l'as vécu. C'est toi qui l'as vécu, c'est pas nous. C'est arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait mal, parce que si je fais un retour, je me dis, bon, ça peut arriver. Tout gardien peut passer à côté de son match. En parlant justement de ce match-là, ça a créé, je vais pas dire un désamour, mais une sorte de friction entre toi et les supporters, alors qu'à la base, le parcours que le Bénin fait pour arriver sur cette compétition-là est inédit parce qu'on ne s'était jamais qualifié pour une compétition de cette envergure-là. Et comme tu le dis, tu étais le gardien, 5 matchs sur 6 en qualification et on arrive sur la phase finale et tu deviens André Floma à battre. Et comment tu as vécu ce rapport-là avec les supporters à ce moment? Ben, c'est arrivé, il faut plus faire un retour en arrière, mais ce qui est désolant, c'est que on a l'habitude juste de vivre les moments de gloire, mais quand ça tourne mal, c'est comme si tu n'as jamais fait quelque chose de bien. Parce que si aujourd'hui, 2004 à aujourd'hui, ça fait 21 ans, hein, si ça continue par jaser encore, ça veut dire que ce que j'ai fait jusqu'à l'aboutissement de cette première inédite phase finale, on a pensé que je n'ai rien fait. Ça ne compte pas. C'est comme quand un gardien fait une erreur à la 94e, alors qu'avant la 94e, il a fait 56 arrêts. On ne retient que la boude de la dernière minute. Malheureusement, c'est le rôle du gardien de but et parfois ça nous amène, nos gardiens, de dire que c'est un poste ingrat. Exactement. On va parler d'un épisode un peu plus joyeux de la sélection où tu es devenu capitaine, où tu as apporté des responsabilités, pas seulement en étant cadre, mais en portant le brassard en tant que gardien, parce que on sait qu'il y a des coachs qui n'aiment pas donner le brassard au gardien parce qu'ils se disent s'il y a peut-être une réclamation à faire au rond central, le gardien a besoin de rester concentré dans son but, il va pas sortir pour venir le faire. Comment tu vivais tes matchs avec le brassard de capitaine? Moi, en tant que coach, je préfère confier la responsabilité de capitana au gardien de but. Pourquoi? Parce que de par sa position, on peut aussi l'appeler l'assistant du coach. Il voit mieux. Il voit mieux le terrain que quiconque. Sa voix porte parfois même plus que la voix du coach. Il est tenu à repositionner ses coéquipiers, que ce soit depuis la ligne offensive jusqu'à la défense. Et l'aspect dont vous parlez, c'est pas justifié, parce que quand il y a quoi que ce soit, il faut attendre toujours un temps mort pour réclamer. Même le capitaine joueur de champ, il peut pas réclamer quoi que ce soit s'il n'y a pas temps mort. Il doit se concentrer d'abord au jeu, et c'est quand il y a temps mort, il peut s'approcher de l'arbitre pour réclamer. Et quand un gardien de but est capitaine et qu'il doit sortir de ses buts pour réclamer quoi que ce soit, l'arbitre doit l'attendre se repositionner avant que le jeu ne soit relancé. Forcément. Mais ça dérange un peu, ça va déranger forcément un peu sa concentration. À votre époque, quand vous étiez en sélection avec vos coéquipiers, c'est pas comme maintenant, l'époque où tout le monde est sur son téléphone, etc. Les vestiaires, ça ressemblait à quoi? C'était quoi? Le vestiaire était comment? Bon, c'était une belle époque, hein, parce que, qu'ils vous souviennent, le Bénin n'avait pas trop de ça. On n'avait pas de grands joueurs qui jouaient peut-être dans les équipes de première division, mais il y avait une symbiose. Quand on se retrouvait, c'était la joie. Même s'il y a de petits couacs, qu'on essaie de les régler en même temps entre nous. Et sur le terrain, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Pendant toute la période de la première compétition. En 2004? Oui. Moura, qui était le capitaine, et moi, on ne se disait pas bonjour. Ah ouais. Mais une fois sur le terrain, Dieu lui gueule proprement dessus et il se doit d'exécuter.
Parce que c'est ton rôle de gardien. C'est mon rôle de gardien. On rappelle que Amadou Moudachiro était défenseur central. Oui, il était défenseur central, capitaine, et j'étais capitaine assistant et capitaine des locaux. Mais je lui criais proprement dessus et il exécute. Parce que c'est ton rôle de... Parce que c'est mon rôle. Et le différent qu'il y a entre nous ne concernait aucunement la sélection. Ok. Mais quand nous nous retrouvons et qu'on porte le même maillot, on met d'abord de côté ce que nous avons de différent et c'est le drapeau. Qui compte. En parlant justement de ce drapeau, pour un joueur qui a connu les Dragons, la ferveur, la sélection nationale avec toute la pression que cela requiert, c'est quoi le sentiment quand tu portes... Bon, c'est pas le même maillot jaune. Déjà, toi, tu portais pas le jaune, tu portais une autre couleur. C'est quoi ce sentiment de fierté? Est-ce que quand tu rentres chez toi, après une victoire du Bénin ou des Dragons, tu te dis, bon, j'ai porté ce maillot avec fierté? Naturellement, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Le Bénin, à l'époque, faisait 8 millions ou 10 millions d'habitants et ça comptait près de 10 000 licenciés. Et si, au finish, c'est nous qui avions été choisis, c'est un mérite. Et porter le maillot, c'est que on était fous. En plus, ça gagnait quoi? En club, on gagnait absolument rien. Comparé à maintenant. Oui, comparé à maintenant, il n'y a pas photo, mais à l'époque également, en club, moi je me souviens, je gagnais 30 000 francs par trimestre. Par trimestre? Par trimestre, bien sûr. Ça fait 10 000 francs par mois? Oui, mais en sélection, on a révolutionné. Moi, j'ai joué en sélection nationale au moment où la prime de match, c'était 10 000, mais on gagnait presque pas. 10 000 francs CFA? Bien sûr, mais on gagnait presque pas. J'ai joué pendant les années 90, j'étais en sélection. Ok. Mais on gagnait presque pas, donc les primes ne venaient. Il faut déjà gagner les matchs pour prendre les 10 000 francs. Et pour la première édition, on a eu une réunion avec la commission paritaire et on nous a posé la question, nous qui étions cadres, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'une fois, on soit présent. Et on a répondu, donnez-nous 500 000 francs comme prime de match. C'était ce qu'on prenait. Déjà. Et les gens n'ont pas marchandé. Ils ont signé. Ils ont signé. Donc, match gagné à domicile, c'était 500 000. Pour quelqu'un qui gagne 30 000 francs par trimestre et on doit t'appeler en sélection nationale juste pour une semaine ou deux et gagner 500 000. Mais moi, je faisais juste la comptabilité de ce que je devais gagner dans ma tête déjà. Et tu étais prêt à... Ah, mais écoutez, je donnais tout. Et c'est pourquoi, avec mes coéquipiers, surtout les défenseurs, on est toujours en symbiose, avant, pendant et après les matchs. Parce qu'il y avait une mission à accomplir. Accompli surtout pour moi, parce que ceux qui venaient de la France ou d'ailleurs, je me dis, bon, eux, ils ont leur gagne-pain, mais ici, nous, on n'avait rien. C'était le pactole. Ah, ouais. En parlant justement de cette communion, de cette entente en sélection nationale, on vous a vu être en concurrence avec quasiment toutes les générations de gardiens jusqu'au début des années 2010, Yohan Didonu, Massi Maguet, Thomas Djilan, je pense Jean-Louis Noumarayan au début, si je me trompe. Bon, au tout début. Bidé Jonas également. Voilà, Bidé Jonas. Comment est-ce que vous avez vécu cette différente concurrence-là? Ben, vous savez, un bon compétiteur doit aimer la concurrence, mais je veux rétablir quelque chose là. Je ne voyais pas moi Didonu comme étant mon concurrent. Parce que j'étais pratiquement au soir de ma carrière quand il est arrivé. Donc, je ne le voyais pas comme étant concurrent et je me souviens très bien. Après la qualification des juniors de 2005, avant la Coupe du Monde, on était en France pour un match de journée FIFA. Okay. Et je devais partir d'ici seul comme étant gardien. Mais on m'avait posé la question qui je voulais qu'il soit ma doublure. On vous a demandé. Et c'est moi qui ai proposé Didonu, en fait. Pour qu'il rejoigne... Oui. Et il nous a rejoints. Enfin, je me souviens si c'était à Rennes ou je ne me souviens plus. Et il est venu. Je l'ai fait venir dans ma chambre. Je lui ai dit, jeune, moi, je suis partant. La relève? C'est vous. Mais par après, et c'est là où peut-être on peut parler de concurrence, parce que quand il est venu après en sélection, lors de l'édition de 2008, c'est un peu similaire.
à l'édition de 2004, parce que j'ai fait les 2 premiers matchs, contre le Mali et contre la Côte d'Ivoire. Et il a fait le dernier match. Donc, c'est normal, il est venu d'une famille, il a aussi son petit fan club. Et c'est là, après le 3e match, les gens ont commencé par dire, ouais, ben écoutez, on ne sait même pas pourquoi Chitou devait être titulaire. Bon, là, les gens ont créé peut-être un climat qui n'existait pas. Et après cette édition de 2008, je me souviens, j'ai été blessé. Au moment où Dissué venait, j'ai été blessé. Pour 2010. Ça m'a coûté 8 mois. Donc, c'était pratiquement à 3 journées, on m'a fait rappel. Et j'ai été pour l'édition de 2010. Ben, pour les autres gardiens, Jean-Louis, c'est mon grand frère, comme je l'avais dit tantôt. Ouais. Bidé également, en âge, il me dépasse, c'est mon grand frère. Dylan Thomas, il me dépasse en âge. Mais, tout jeune, j'ai été capitaine devant certains parmi eux. À cause du rôle que vous aviez? Ben, vous savez, le poste de gardien de but, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui-là peut-être qui donne le résultat. Le plus efficace. Tu peux être bon, mais si tu fais un match de 90 minutes et que tu n'as pas de chaud à l'aide, le match est gagné, on ne change pas l'équipe qui gagne, comme on le dit. Exactement. Donc, ça peut ne pas être forcément le talent, mais ça peut être aussi coup de chance ou de grâce. C'est vrai, le talent, il est là. Mais ceux-là dont j'ai cité tout à l'heure, ils ont été en sélection bien avant moi. Pendant l'édition de 98, en 97, j'étais la doublure de Bidé. Jonas. Et on a fait le match à Cotonou où on a perdu face au Mali 2-1. Vous vous souvenez? Très bien. On a perdu. C'était Jonas dans les buts et j'étais gardien réserve. Remplaçant. En plus, Jonas était capitaine. À ce moment-là. Mais après le match perdu, les supporters se sont hués sur lui. On voulait le lyncher. Il a fui Cotonou pour 1 mois. Je me rappelle. Avant qu'il ne revienne. Et après son retour, il a eu la chance. Aussi contre le Mali, au match retour, c'était Sodino Angelo. Et il a fait une boude, il a fait une faute de main. Et il s'est blessé. Et Bidé étant en réserve, il a remplacé et il a fait un grand match après. Et ce n'est qu'après ce match-là, il a eu l'offre de Ismaili. Il est parti en Égypte. Exactement. Donc c'est pour vous dire simplement, le rôle d'entraîneur, c'est difficile, mais il a un choix à faire. Forcément. Forcément. Mais la concurrence, en tout état de cause, c'est une très bonne chose. Parce que ça te permet aussi de travailler. De te surpasser. Et ça te permet de te remettre en cause par moment. Et puis, c'est ça. On arrive à la fin de ce bel échange où on a appris pas mal de choses. Dans cette édition spéciale de la Béninoise, on a pris la bonne habitude de célébrer tous nos invités qui passent par ici. Et on ne laisse jamais personne partir sans laisser un souvenir. Parce que pour nous, l'héritage, c'est aussi cela. Mais nous aussi, nous aimons marquer le passage de nos invités avec ce cadeau spécial conçu par la Béninoise pour vous. Et je rappelle que le ballon et le maillot seront gagnés après par des supporters au cours d'un numéro spécial organisé par la Sobevra.